Chers amis, on va d'abord donner une note avant et après cette dernière session. Moi, je pensais que ça s'était pas trop mal passé, ces 2 jours et demi. Ça valait 17,25. Après cette session, ça vaut 19,75. La démagogie est de retour. Voilà. Bien, on va faire assez rapidement 3 choses très importantes. La première, c'est qu'on va remettre grâce avec Étienne Klein et Hubert Védrine les prix du concours des 18-28 ans. Puis, on parlera 5 minutes de la déclaration finale que vous avez reçue et que vous êtes déjà en train de lire, parce qu'elle est vraiment bien. Et ça, je peux vous garantir, c'est même pas la peine de le lire, elle est vraiment bien. Et la troisième chose, on fera des remerciements, parce que ces 2 journées et demie, c'est le produit du travail d'1 an de beaucoup de monde, et c'est très important que tout le monde les remercie, et que vous remercie, enfin bon, il y a tout le baratin totalement démagogique que nous allons lancer maintenant. Alors la parole est à mes 2 camarades sur le prix. Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu l'honneur pour la 2e année de présider le jury qui a donc décerné 4 prix qui vont être remis dans les minutes qui viennent par Hubert Védrine. J'ai eu beaucoup de plaisir à renouveler cet exercice. D'abord parce que les gens qui composent le jury sont des gens avec lesquels les discussions sont passionnantes, et aussi parce que les textes que nous avons eu à lire et à juger sont de grande qualité. Il y a quelques années, j'avais entendu Jean d'Ormesson définir l'optimisme de la façon suivante. Il disait « Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés au stylo bille ». Eh bien, si j'en juge par les textes que nous avons eu à lire, les jeunes ne sont pas optimistes, mais ils sont beaucoup mieux que ça, ils sont lucides. Et donc, ils vont utiliser des crayons noirs et des gommes. Parce qu'ils ont compris que ce qui va se passer dépend en grande partie de ce que nous allons faire. Et donc, ils ne sont pas optimistes, ils sont lucides. Et donc, ils sont prêts à s'engager. Et la lucidité prévient beaucoup mieux que l'optimisme contre les discours démagogiques. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Jules Baudet qui a écrit ceci. « Croire en l'humain, c'est croire en demain ». C'est une jolie formule. Je pense qu'il faut peut-être la modifier un peu et dire « On ne peut croire en demain que si l'on croit en l'humain ». Je laisse Hubert Védrine appeler les lauréats. Bravo. Alors, je suis censé appeler les lauréats. Nous commençons par Jules Baudet. Bravo. Il dit un mot. Il arrive. Oui. Peut-être que vous voulez dire un mot. Il veut parler à sa famille. Bonjour, je m'appelle Jules Baudet. Donc moi j'ai écrit sur l'importance du symbole dans la société et l'importance qu'il faut donner au symbole, et aussi au-delà de ce travail hyper important de trouver des mesures techniques sur chaque petit détail, ce travail acharné qui est mené aussi, prendre le temps de faire un pas en arrière, regarder ce qui est en train de se passer et essayer aussi de redonner un sens global avant de chercher un sens microscopique. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je rappelle qu'il est à l'école polytechnique, parce qu'il ne l'a pas dit. C'est important. Bachelor. Alors, après Jules Baudet, bachelor école polytechnique, nous appelons Pierre Burrus.
jeune actif chez Total. Il a été l'étudiant de M. Klein. Oui. Il s'en est sorti malgré tout. Alors, jeune actif chez Total, ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'inactifs chez Total, sinon ce serait un pléonasme. En tout cas, je lui donne son diplôme, une petite enveloppe. Bonjour, merci. Je dois dire que c'est la première fois que je marche sur un tapis rouge et que je reçois un prix dans la même journée. Non, simplement un mot, je pense, au nom de tous les jeunes qui sont là aujourd'hui. Je pense qu'on est tous arrivés ici en se disant que les jeunes ont peur de la fin du monde, que les Français ont peur de la fin du mois. Mais moi, quand j'entends le témoignage d'Aminata Traoré, je me dis qu'il y a des jeunes dans le monde qui ont simplement peur du lendemain et qu'en fait, on a la chance de pouvoir débattre sur notre avenir. Et ça me rend confiant, ça me rend heureux et je me dis qu'il y a de l'espoir. Voilà, merci. Bravo. Juste un mot, il faut que vous gardiez bien vos mains bien sèches parce que tout à l'heure il y a des remerciements. Il faudra que vous soyez présents, Clément. Donc j'appelle maintenant Garance Dubarry, d'HEC Paris. Bonjour à tous, excusez ma voix qui est un peu cassée. Je voulais juste dire que l'an dernier, j'étais dans le public en simple spectatrice et j'étais une jeune comme les autres en quelque sorte. J'incite tous les jeunes à participer à ce dispositif La Parole au 18-28 parce que c'est une formidable opportunité à vivre au sein de la belle ville d'Aix-en-Provence. Voilà. Dernière lauréate, Solène Renaudin. Oui, alors moi je suis alternante à Wavestone et je suis aussi en dernière année à Toulouse Business School. Donc j'ai fait un texte qui est une thérapie de couple en fait entre l'État et la société civile parce que je vois que vous l'avez pas lu parce que je voulais à la fois décrier tout ce qui tourne pas rond dans notre société aujourd'hui, mais j'avais aussi envie d'apporter des solutions. Et donc à travers cette thérapie, on voit la thérapeute qui amène l'État et la société civile à trouver des petites solutions aux problèmes du quotidien. Bravo. Bien, maintenant... Non, mais tu as remarqué qu'on donne des prix à de jeunes actifs devant une assemblée bourrée de vieux inactifs. Hein? C'est une tentative démagogique désespérée. J'ai peur que ce ne soit pas très bon démagogie. Ce n'est pas ta spécialité. Alors, on va essayer, pendant 10 minutes, de réfléchir aux conclusions qu'on a pu tirer de ces 2 journées et demie. Et puis, si vous êtes d'accord après, on remerciera tous ceux qui ont permis à cet événement de se dérouler. Vous voyez, il y a déjà les gilets, les gilets blancs sont là. Et on les remerciera aussi. Peut-être 2 mots sur ces 2 journées et demie. Vous vous souvenez qu'en introduction, je vous disais que nous avions 2 préalables qu'il faut bien, je crois, conserver en tête parce que ça a été j'allais dire, le fil directeur de toutes les discussions que nous avons pu avoir, les 51 sessions, je crois, qui sont déroulées ici. Et ces 2 préalables étaient les suivants. C'était l'idée qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que la confiance était très largement remise en cause partout dans le monde
y compris dans des sociétés qui apparaissent comme étant très dynamiques. Le chiffre de McKinsey, c'est que, alors c'est une statistique, c'est sur 100 000 personnes, mais c'est que 49% des gens interrogés ont déclaré qu'ils avaient plus très confiance dans ceci, dans cela. On va pas revenir là-dessus. Et donc, le problème de confiance était, au fond, en réalité, une véritable rupture, d'où l'idée que notre première session portait sur le moment où des intellectuels considéraient que cette rupture avait eu lieu. Et ce que moi j'en ai retenu des interventions de Boucheron, de l'ensemble des participants de cette session, et de notre ami Algan, qui a été le premier à sortir cette idée de défiance, merci à lui, tout ceci n'aurait pas eu lieu sans lui, mais je vais le dire pour beaucoup de gens, donc il n'y a pas de problème. C'était cette idée qu'au fond, on n'avait pas d'idée très précise sur le moment où il y avait cette rupture, mais elle est très profonde. Deuxième sujet, deuxième préalable, qui est une véritable hypothèse, l'idée que, en réalité, il ne fallait pas imaginer des politiques économiques ou des politiques sociales qui soient des sortes de rustines qu'on poserait sur tel ou tel sujet, car ceci ne permettrait en aucun cas de résoudre les problèmes. Toute politique isolée aujourd'hui sur la confiance est en réalité non pas vouée à l'échec, mais en tous les cas vouée à l'idée que c'est très à la fois incertain et secondaire. En revanche, il nous semblait, à nous, les membres du Cercle des économistes, qu'il fallait essayer de retrouver dans un socle de valeurs, un ensemble de valeurs, comme Françoise l'a évoqué tout à l'heure dans sa session. Ce n'est pas par hasard que cette session, qu'on termine sur cet intitulé des valeurs, qu'il fallait retrouver donc ce socle de valeurs, et les mots que Françoise a employés pourraient être considérés comme des mots, j'allais dire, éternels, le fait qu'il y ait de la solidarité, mais c'est le contenu, tout ce qui a été dit pendant cette session, montre bien que les problèmes que nous posons aujourd'hui sur les valeurs n'ont rien à voir avec ce qui pouvait exister. Prenons un exemple, l'idée le multilatéralisme est véritablement mort, de fait, et l'idée même qu'on puisse penser que tel ou tel remodelage de telle ou telle institution permettra de résoudre les problèmes que nous voyons apparaître dans le commerce international ou dans toutes les transactions dans le monde, que ça pourrait fonctionner, c'est une utopie, pour une raison simple, c'est que le multilatéralisme, là je reprends une formule de mon ami Lionel Fontanier, n'a pas été conçu pour pouvoir gérer le problème d'une compétition entre deux puissances qui sont en train en réalité de se combattre l'une par rapport à l'autre et qui veulent avoir le leadership. Le multilatéralisme, tel qu'on l'a conçu depuis un demi-siècle, ça ne marchera pas comme ça. Donc, c'est vrai également lorsque on parle de solidarité. Solidarité, dans ma génération, Hubert a eu la gentillesse d'indiquer que nous étions nés après la Seconde Guerre mondiale, mais la solidarité, c'était ce qu'on avait en Europe, par exemple, entre les chrétiens démocrates et les sociodémocrates. On se disputait pour savoir si la hiérarchie des salaires ou des revenus était de 1 à 40 ou 1 à 50. De fait, aujourd'hui, le problème des inégalités est au cœur de la discussion qu'on a dans le monde, que les économistes ont. Et bien évidemment, le problème se trouve posé dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons connu, puisqu'on est sur des patrimoines, des échelles de patrimoine qui sont évidemment problématiques, qui poseront problème et qui ne seront pas résolus. En tout cas, pas résolus dans l'instant et dans le court terme. Tout ça pour vous dire que c'était nos deux préalables. Moi, j'ai regardé beaucoup de sessions, souvent un peu comme en regardant ça sur des téléviseurs, et j'ai retenu en réalité deux idées fortes, deux mots. Je fonctionne sur des mots, et ce sont ces mots qui m'ont en réalité beaucoup frappé. Le premier mot, c'est celui de lucidité. Nous ne devons pas penser un instant que nous ne sommes pas dans une situation que le monde n'a pas connue depuis peut-être un demi-siècle, car convergent tous les problèmes qui sont des problèmes de compétition, comme je viens de l'indiquer, dans le domaine entre la Chine et les États-Unis, donc critique du... Là, c'est moi le chef, là, sur le temps. Critique sur le multilatéralisme. Il y a évidemment des problèmes de vieillissement, il y a des problèmes de migration, il y a des problèmes climatiques, j'aurais dû le mettre en premier. Tous ces problèmes arrivent en même temps. Nous ne savons ni
les conceptualiser. On ne sait pas comment la COP21 peut être à la fois mesurée en termes de ce qu'il faudrait faire pour arriver à son objectif, et on ne sait pas comment on peut le financer. Donc vous voyez, il y a un problème de conceptualisation, et il y a évidemment un problème, j'allais dire, de gestion des conflits ou des tensions qui peuvent apparaître à propos de tous ces problèmes qui arrivent de manière simultanée. Ça, c'est la lucidité. De l'autre côté, il y a la mobilisation. En réalité, quand j'ai écouté beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, et puis encore dans la dernière session, notre jeune chef d'entreprise, formidable, tout le monde était formidable dans cette session, tout le monde était exceptionnel. Leur discours était toujours le même. En réalité, il faut traiter le problème avec l'ampleur qu'il faut, des méthodes qui sont des méthodes souvent extrêmement différentes de ce qu'on a connu. On a par exemple un budget européen. Le budget européen, c'est ce qui a été demandé par la France. Je crois qu'il est 18 milliards d'euros. Autant dire que ce n'est même pas l'épaisseur du trait dans dans des comptes publics. Et c'est évidemment un problème qui a l'air d'être traité par les mots, mais qui n'est évidemment pas traité par la réalité. Il nous faut donc l'ampleur des sujets, la mobilisation, et vous verrez que les propositions que vous aurez l'extrême bonté de bien vouloir lire, peut-être tôt dans la soirée, parce que sinon peut-être ça vous entraînerait à vous plonger dans le sommeil, mais je vous demande de bien vous souvenir que ces propositions, qui sont celles d'un consensus de 30 économistes, sont en réalité très, très novatrices, et peut-être qu'elles répondent au double problème de la lucidité et de la mobilisation. Alors, vous avez sous les yeux deux textes. Un texte qui est un texte d'une petite dizaine de pages, qui est ce qu'on appelle la version longue, qu'il faut que vous lisiez parce que c'est très bien écrit. La première partie est très bien écrite. Je le dis, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Et vous avez 21 propositions. Laissez-les tomber. Vous avez après une version courte. Cette version courte, elle est évidemment ramassée, elle est évidemment cohérente avec la version longue. Elle comprend 12 propositions. Et moi, je voudrais simplement que vous en reteniez 4 ou 5, pas plus. Mais les 4 ou 5 sont fondamentales par rapport à ce qui se passe, notamment dans notre pays. La première des propositions, c'est celle qui concerne le lien social. Nous sommes convaincus que la manière dont, là on parle de politique française, nous sommes convaincus que la manière dont les réformes nécessaires dans notre pays excluent d'une certaine manière les partenaires sociaux, ne les traitent pas comme il faut les traiter, ne les intègrent pas dans la discussion. Ceci est vrai pour la réforme sur l'assurance chômage, ceci est vrai pour la réforme des retraites, que ceci ne marchera pas si, d'une manière ou d'une autre, on n'arrive pas à les réintégrer dans une logique qui est une logique de prédiscussion. Alors, il y a des milliers de manières de le faire. Toute personne qui sait manier des discussions parlementaires, c'est qu'on rajoute des éléments qui sont proposés par tel ou tel député. Il faut qu'on réintègre. Alors, pour prendre deux exemples, le MEDEF et la CFDT dans la discussion, on ne peut pas capter la discussion sociale uniquement au niveau de l'État. Vous voyez que cette discussion n'est pas totalement neutre, et c'est une petite légère critique que nous faisons à notre gouvernement. Je vous rappelle qu'on était très critiqués parce qu'on avait proposé de supprimer l'ISF, et bien vous voyez, ça contrebalance l'opération. Je précise que à l'initiative de Patrick Artus, que je trouvais une initiative que dans cette même proposition, il souligne le fait que les problèmes sur le marché de l'emploi vont être très importants. Il souligne les problèmes massifs en Europe et en France sur, par exemple, le sujet de la chimie, de l'automobile. Et donc, il faut vraiment penser l'avenir. Et notre proposition est que notre gouvernement, nos autorités, réunissent un ensemble de partenaires politiques, sociaux, puisqu'on avait à peu près toutes les tendances politiques, donc c'est parfait. On aurait pu le faire d'ailleurs ici, de manière à ce qu'on puisse essayer de penser, non pas le lendemain des drames qui vont se présenter devant nous, mais de le démarrer tout de suite. Le deuxième sujet, c'est se réapproprier nos vies. Se réapproprier nos vies, c'est en réalité le fait que nous ne souhaitons pas, on a beaucoup parlé de démocratie, que le monde soit dirigé par une vingtaine d'entreprises technologiques. Nous ne le souhaitons pas. Ces entreprises sont des entreprises qui sont tout à fait respectables, qui sont
composée de femmes et d'hommes tout à fait respectables, enfin, pour l'essentiel. Mais l'idée qu'il y ait une substitution progressive que nous autres économistes avons vu à travers la création de ce Bitcoin nouveau pose quand même un problème de fond. Et donc, nous mettons dans une des propositions le fait que nous souhaitons que sur le traitement, le stockage, la diffusion de l'information, information publique, privée, tout ce que vous voulez, qu'il y ait un refus de la monopolisation et que ceci puisse conduire, comme l'a fait la sénatrice Warren, aux discussions sur ce qu'on appelle, et j'ose le dire, je me lance, le démantèlement d'un certain nombre de ces grandes entreprises. Bravo. Le troisième sujet, c'est l'Europe des projets. L'Europe des projets, vous voyez bien que si on n'arrive pas à transformer même le langage sur l'Europe, si on ne donne pas le sentiment qu'il s'agit en réalité de bâtir ensemble des projets avec les pays qui le souhaitent, on n'arrivera pas à grand-chose. Et la proposition qui a été faite par notre ami Philippe Aghion, et adoptée par l'ensemble des membres du cercle, c'est de créer une structure commune sur toutes les technologies qui sont disruptives de rupture et qui ressemblent à ce que les États-Unis ont, qui s'appelle la DARPA, avec les budgets qui sont les budgets adoptés dans ces domaines-là. C'est très important et ça permettrait de donner un contenu, j'allais dire, réel à l'idée qu'on souhaite en réalité se réapproprier en Europe un certain nombre de technologies, les technologies qui viennent. On a parlé j'allais dire, de toutes ces technologies numériques, mais on peut parler de toutes les technologies sur la mobilité, il y en a beaucoup. Et puis, je voudrais terminer sur deux sujets. Le premier sujet est le suivant, continuité. L'année dernière, nous constations que le multilatéralisme, dans sa version traditionnelle, était en train de disparaître pour les raisons que j'ai prises à Lionel Fontagné, qui sont celles, en réalité, du fait que ce modèle n'est pas adapté au monde qui est en train d'apparaître et qui est un monde, pour nous autres, pour tous, pour les jeunes, pour vous tous, extrêmement dangereux, qui sera dangereux. Et donc, nous avions proposé que les pays, ceux du G20, qui se sentaient souhaiter créer, non pas, on ne va pas réutiliser le mot de multilatéralisme, mais de coopération internationale dans le domaine des taux d'intérêt, des taux de change, des flux de capitaux, de l'évolution donc aussi de la manière dont on gère les biens et services, qu'il fallait qu'on lance une initiative. Monsieur Maas, Herr Maas, qui est le ministre des Affaires étrangères allemand, et Monsieur Le Drian, qui est le nôtre, en avril, ont repris textuellement la même idée, en utilisant même nos termes, ce qui pour nous est très flatteur. Mais ils ont dit qu'il faut faire quelque chose. Ben, nous, on propose de faire réellement quelque chose, pas une discussion en l'air, on va faire une conférence. Nous considérons que c'est tellement important qu'il nous faut lancer un congrès mondial de tous les pays qui souhaitent, sur les problèmes que j'ai évoqués, les problèmes économiques, j'allais dire bâtir ou lancer une démarche qui permettra de bâtir de nouvelles formes de coopération dans ces domaines-là. Ça a deux avantages. Soit ça marche, et c'est formidable, et on récupère à un jour ou l'autre, les États-Unis, soit ça ne marche pas, mais au moins c'est un discours qui est adressé aux deux puissances dominantes pour leur dire que nous souhaitons, nous, et notamment nous, l'Europe, être leader dans l'idée qu'on ne peut pas aller dans des conflits comme ce à quoi on assiste quasiment toutes les semaines. Enfin, je voudrais terminer par deux projets qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui sont en réalité véritablement non pas de la lucidité, ou c'est de la lucidité de la mobilisation. Le premier, c'est de lancer un emprunt international garanti par l'Europe, garanti par on verra par qui, mais garanti par la BCE. Enfin, on peut imaginer bien des solutions qui permettent en réalité de financer dans des conditions massives la transition écologique. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que pour le moment, on ne sait pas comment on fait, on finance. Et deuxième avantage, c'est que un endettement international permet de donner de fait un rôle plus important à l'euro comme monnaie de réserve, et nous en aurons besoin dans les années qui viennent. Nous en aurons besoin, c'est très important pour rééquilibrer les tensions qu'il y aura peut-être c'est marqué là-dessus.
Je dis ça. Deuxième idée, c'est que dans un cadre qui soit entièrement, j'allais dire, respectueux, qui n'est pas un néocolonialisme, mais que l'Union européenne s'engage à développer un financement des technologies associées entre l'Afrique et l'Union européenne. On a choisi un objectif qui montre bien l'importance de ce qu'il faudrait faire, multiplier par 3 l'accès à l'eau et à l'énergie dans les 54 pays de l'Afrique. Voilà. Je trouve que c'est lourd. Vous pouvez applaudir parce que c'est formidable. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est les 30. C'est les 30, c'est les 30. Enfin, on est 30 ou 32, ça dépend des jours. Je voudrais maintenant passer à cet exercice qui nécessite que vous ayez gardé toute votre énergie, c'est celui des remerciements. Et là, alors d'abord, je remercie Hubert et Étienne de la participation exceptionnelle qu'ils ont bien voulu, comme on dit dans les films, dans les trucs, qu'ils ont bien voulu nous apporter. Et je voudrais évidemment remercier aussi Alexandra et Françoise du fait qu'elles ont permis à la note moyenne qu'on avait donnée, que vous aviez donnée de 17,25 à passer à 19,75. Bravo, ouais. Bon, maintenant, qui a fait cette opération? D'abord vous. D'abord vous. Mais bon, ça c'est habituel, on dit toujours ça. Dans l'occurrence, c'est vrai. Je voudrais d'abord remercier en votre nom tous Marie Castin, qui est la déléguée du service économiste. Alors je vais vous dire que si elle n'avait pas été là, on se serait retrouvé dans un camping. Je vais dire, il y a les flots bleus 5 étoiles, c'est formidable. Et on aurait eu, en réalité, un environnement qui n'est pas celui que nous avons connu. On aurait peut-être eu moins chaud, enfin bon. Je voudrais remercier toujours l'équipe partenaire, c'est-à-dire, pourquoi je mets les partenaires en premier? Parce que je veux remercier les 100 partenaires. Je vois mon ami Éric Lombard et je le remercie, lui, tout particulièrement, mais il est... Encore qu'on pourrait augmenter la participation. Enfin bon. Je voudrais remercier les 100 partenaires. On a 100 partenaires, tout ça dans un climat qui est d'une liberté et d'un respect de notre indépendance absolue. Et donc, ce sont ces 100 partenaires que l'équipe partenaire a été choisie, et a été cherchée et choisie. Hélène Vérizère et Philippine Guérard, aidées par Clément. Vous avez remarqué que le programme était quand même bien fait jusqu'à maintenant. Et il y a une équipe donc programme qui est composée de 3 personnalités formidables. Zoé Martini, Baptiste Orlandini et Thibaut Moméja, aidés de Julie et Victor. Et je voudrais juste rajouter que ce programme avait été lancé en réalité en septembre de l'année dernière. J'ai suffisamment dit qu'on avait choisi le thème, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, mais maintenant on peut se dire la vérité, qu'on l'avait choisi le 8 juillet et que pendant 3 mois, c'est Clara Pisani-Ferry qui a dirigé cette affaire. La déclaration finale, celle que vous avez entre les mains, elle a été composée, évidemment, fabriquée par les 32 membres du cercle, mais elle a été réellement composée par Aliénor, Alexis et Léa. Ils sont là et... Il y a une équipe presse et communication qui est top aussi, top, il n'y a pas d'autre mot, qui est composée d'Anaïs Paccard, Marion Joubert, aidée de Pauline et Julie.
Alors, tout le monde nous dit, votre programme est exceptionnel, les participants, les intervenants sont géniaux, le public est incroyable, mais l'endroit, le climat a été mal. Bon, vous devriez aller à Dunkerque en novembre, ce serait beaucoup plus simple. Mais on ne peut pas oublier que cette organisation d'enfer est tenue par toute une équipe d'organisation événementielle qu'on baptise parfois logistique, mais c'est idiot. C'est vraiment toute l'organisation. C'est l'Orcoum, Alexandra Le Tourneur d'Ison, Catherine Filon-Zuc, aidée par Lila, Pauline et Clément. On a un relais ici à Aix qui est évidemment très présente, qu'on aime. Ce soir, on va boire un coup chez elle, donc c'est vachement sympa. C'est pour ça qu'elle est déjà partie. Non, c'est Nicole Bordet, elle est là. Il y a, vous avez vu, à la fois des sweatshirts, on va dire bleu-noir, et des sweatshirts blancs. Déjà, je les remercie tous parce que c'est formidable ce qu'ils font, mais c'est organisé par une équipe qui est une équipe de la parole au 18-28. Moi, ça m'ennuyait parce que j'aurais bien aimé qu'ils aillent jusqu'à 30-30, ce qui nous aurait permis tous les trois de participer. Et cette équipe c'est l'équipe de Béatrice Fage, soutenue et aidée par Lise. Et Béatrice a fait un boulot formidable. Alors, il y a une équipe de gestion parce qu'il faut tout l'argent que nous envoient les partenaires, pas assez, et qu'on dépense trop. Tout ça, il faut des gens qui soient des intermédiaires. Ailleurs, on appelle ça une banque, mais là, chez nous, ça s'appelle une équipe de gestion. Et elle est composée de Guillemette Deluz et Frédéric Martineau. Alors, maintenant, il y a tous ceux qui nous aident, qui nous accueillent. Vous êtes vraisemblablement dans le plus beau campus de France, toute catégorie. Il est génial, ce campus. Vraiment. Alors, le président n'est pas là, donc c'est dommage, mais il est là par la pensée. Je voudrais le remercier, lui, et puis tout son personnel. Et il y a un gars formidable qui se trouve à deux niveaux. Un, c'est lui qui gère tout cet ensemble, qui est absolument géant. Je crois qu'il va partir à la retraite, mais je pense qu'on va le retenir. Il s'appelle Alain Viviano. Et le jeune chef des Blancs, c'est son fils. Bon. La mairie d'Aix-en-Provence est très utile pour nous et franchement la maire nous a toujours beaucoup aidés. On peut que lui dire merci. Un grand merci pour elle et un grand merci pour la mairie. Évidemment, le Festival d'art lyrique, puisqu'on est très très liés, on est en réalité le premier aujourd'hui client, je crois, devant, enfin peu importe, mais on est le premier client, ou on est peut-être le second, le premier ex-aequo, enfin on est très important pour eux, ils sont très importants pour nous, puisqu'on a pu hier soir être nombreux à assister à la Tosca, c'était formidable, et ça le sera ce soir, demain, après-demain. Donc merci à eux, merci surtout à Boréal. Alors Boréal, alors j'ai l'habitude et je vous assure que, à part une caisse de champagne, je ne reçois rien de leur part. Mais si certains d'entre vous ont des besoins d'organisation, Boréal, ils sont vraiment bons. Vous avez qu'à plus le constater. Hélène, traiteur, franchement, la nourriture est bonne, hein, sans pas dire l'inverse, donc c'est très bien, c'est formidable. Vous avez vu, hier, on était quand même, ça concerne tous les partenaires, c'est normal, mais on était 900 ou 1000, et tout ça, youpla boum, en 1 heure, 1 heure et demie, avalé, et en plus, pas de malade, enfin tout ça était très bien.
On a été aussi très aidé par l'équipe d'Avas Paris, qui est une équipe, ils sont venus à 11, et je peux vous dire que question nous aider, c'est vraiment une équipe que je remercie infiniment. Et je termine par tous les gens qui sont cet environnement. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même beaucoup de gens importants. Tout ça est incroyablement sécurisé dans un climat de sérénité top. Et ça, c'est vraiment les policiers, la préfecture de police de Marseille, l'équipe de sécurité. Je ne sais pas s'ils sont là, mais ils sont vraiment, même quand ils ne sont pas en uniforme, ils sont formidables. Les chauffeurs, franchement, ils ont travaillé quand même beaucoup de monde. Les chauffeurs avec les grosses Renault marquées, l'événement, etc. Bravo les chauffeurs. Les traducteurs, parce que je suis incapable de pouvoir juger, mais on m'a dit qu'entre le français et l'anglais, c'était extraordinaire. Et en allemand, très très important, puisque hier, la future chancelière s'est évidemment exprimée en allemand, donc tout ça est vraiment bien. Merci à eux, ils sont exceptionnels. L'équipe des timekeepers, parce que vous avez vu, on a respecté, il n'y a que moi qui ne respecte rien du tout, donc, mais c'est comme ça, c'est la vie. Le personnel d'entretien et le personnel de sécurité, alors le personnel de sécurité, ça c'est un clin d'œil pour ceux qui ont un peu de solidarité dans la vie. Tout le monde dit pourquoi tu as la cravate, c'est par solidarité avec les gens qui surveillaient, qui étaient le personnel de sécurité. Avec tous des cravates. Et enfin, donc le personnel d'entretien, parce que vous avez remarqué, tout était impeccable. Et puis nos 100 jeunes, ils sont là, en blanc, et ils vous ont accueillis. Bravo! Bon, bravo, merci, à l'année prochaine. On a prévu pour l'année prochaine, enfin il y a des prévisions météorologiques, vous connaissez toujours la plaisanterie sur pourquoi Dieu a-t-il créé les économistes, c'est parce que les météorologues se sentaient trop seuls. Eh bien là, nous pouvons vous garantir que l'année prochaine, il fera un temps moins chaud, ce sera formidable. Merci.